La première greffe de visage, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle était inimaginable. C'est-à-dire qu'elle était très présente dans la tête des chirurgiens. Et je me rendais compte que j'avais énormément de difficultés à imaginer cette possibilité de transfert de visage. C'était vraiment... je n'arrivais pas à le concevoir. Et en fait, pour le faire, d'abord je suis rentrée dans l'histoire de la patiente. J'ai d'abord habité avec elle sa réalité de défigurée. Et après, surtout, les chirurgiens m'ont expliqué comment eux, ils concevaient et comment eux, ils imaginaient. Il faut penser au manque avant. Autrement dit, la transplantation n'est supportable qu'à partir du moment où il y a un manque, qui peut être un manque vital. Alors après ça, bien sûr, pour la main, la question n'était plus d'ordre vital à proprement parler. Et pour le visage, c'était de quelle vie veut-on parler quand on n'a plus de visage. Si on se remet dans mon travail, c'est-à-dire de chirurgie, de réparation, c'est de pouvoir remettre au plus naturel possible. Et donc, c'est forcément morphologique, la symétrie, les défauts ou pas les défauts, enfin bref. Et aussi la mimique, donc les émotions, donc voilà, de tout se faire passer. Et donc, c'est bien pour ça qu'une des parties du travail que vous allez voir avec Stéphanie, c'est bien simuler les mouvements du visage. Simovi, c'était vraiment caractériser la face, le visage au mieux avec certains moyens technologiques, identifier certains mouvements et certains marqueurs de la récupération fonctionnelle. Et donc de Simovi, on a continué toutes les explorations IRM, mais ce qu'on a vu ce matin, c'est plus les analyses de mouvement, donc en plateforme d'analyse du mouvement, avec plusieurs étapes. La première étape est celle du positionnement de certains marqueurs qui vont être captés par des caméras infrarouges. Alors vous avez vu aussi certains décalages entre la considération finalement, l'approche peut-être un peu plus clinicienne de ma part, puisque finalement, moi, je vais toujours mettre au centre le soin, le côté réhabilitation et notre ingénieur qui finalement, lui, applique une certaine technique, même dans les termes, au départ, il a utilisé le terme à un moment équipement. Au niveau du visage, moi, ça ne me convenait pas trop comme terme. Le deuxième mouvement, ça va être de fermer les paupières, mais en forçant la fermeture. Le troisième mouvement, c'est que je vais vous demander de prononcer le son O. Avant-dernier mouvement, la consigne va être quasiment la même. Vous allez prononcer le son pou.
est-ce que tout le monde voit un visage derrière ces marqueurs? C'est une question qu'on a voulu aussi explorer. Certains m'ont dit, mais c'est une question qui n'intéresse que nous, finalement. Est-ce que derrière ces... si on ne regarde que ces quelques billes qui bougent, est-ce que tout le monde voit la mimique et le visage apparaître? Donc là, on voit à droite donc, la patiente en vidéo classique, et à gauche, on peut voir donc, la représentation en 3D des marqueurs, donc une sorte d'avatar. Et donc on peut voir le suivi donc, des mouvements qu'elle réalise. Donc le sourire, donc en léger différé sur la vidéo de droite, donc en réel, et à gauche, l'avatar qui s'anime en même temps. Vous avez dit, vous avez utilisé deux critères. Vous avez dit quand vous sentez, pour faire l'expérience que c'est vous touchez votre visage et vous le sentez, vous le ressentez, c'est le sentir. Et puis c'est aussi l'image quand vous vous regardez dans un miroir, ou c'est surtout se sentir? C'est ça. C'est ça. Ça, vous n'avez pas le même ressenti? Pas exactement. D'accord, c'est pas le même. La même peau. C'est pas le même épiderme. Oui, c'est pas le même épiderme. Ça, c'est un. Et ça, c'est un. C'est pas si. C'est ça. C'est un ensemble. Oui, c'est très intéressant. C'est à la fois vous sentez que c'est pas le même épiderme, mais en même temps, voilà. C'est le reste. Oui, mais pourtant c'est un ensemble. Et c'est un ensemble. Et c'est un ensemble. Ça c'est un. Ça c'est. C'est un. C'est un. Là, et là, c'est un. Et ça c'est un. L'imaginaire n'est pas un plus, c'est là en fait. Le corps le corps est symbolisé, tout ce qui est historisé. Et donc ce qui nous arrive avec un sens, obligatoirement, avec un sens, un symbolisme, et ça va déterminer la physiologie du corps. Il y a une autre chose qu'on a aussi vérifiée et qui est assez intéressante, c'est ce qui se passe au niveau cérébral. Au fur et à mesure de la restauration de la sensibilité et de la motricité, on s'aperçoit que le cortex cérébral qui a fait abstraction, les techniques aujourd'hui de ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, eh bien, nous apprennent que quand vous êtes amputé d'un membre, le cerveau ou l'aire cérébrale qui correspond effectivement à cette topographie ne répond plus, ou plutôt que ce sont les aires adjacentes qui couvrent cette zone neuronale. Bien, vous demandez de faire un mouvement de la main à quelqu'un qui n'a plus de main, eh bien, c'est la région de la face qui répond, puisqu'elles sont juste contiguës, si vous voulez, au niveau des aires corticales. L'image de l'IRM nous donne une couleur par tissu ou par concentration de molécules. Chaque concentration de molécules est associée à une couleur, une palette de couleurs. Et lorsque votre cerveau fonctionne, s'active, si là je fais des petits mouvements avec la main, eh bien il y a une zone particulière, des petits mouvements de la main d'Olivier qui travaille. Et pour travailler, elle a besoin d'oxygène. Et quand il y a une accumulation d'oxygène, ou tout au moins un changement de concentration d'oxygène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de molécules, forcément la couleur, si vous avez suivi ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la couleur va être un petit peu différente. Donc quand on va mettre votre collègue dans la machine, on va faire des images tout bêtement. C'est l'une des séquences les plus simples, on fait des images tout le temps. Voilà, on fait un film en fait de couches de cerveau, et puis à un certain moment on va demander regardez l'image et imaginez qu'une petite fille joue avec un pinceau, imaginez une petite histoire. Alors j'espère que votre collègue aura suffisamment de cases
imaginaires qui vont s'activer et donc qui vont consommer de l'oxygène à cet instant-là. Et donc, au fur et à mesure de l'accumulation des images, quand en post-traitement, on va reprendre toutes ces images accumulées, ce film finalement, des couches, on va retrouver des zones qui vont varier leur intensité au cours du temps. Seules les parties de l'imagination vont consommer de l'oxygène. On va lui demander de ne plus imaginer, ça va redescendre, de réimaginer. Et donc, on va faire un tri, un filtre avec des statistiques pour ne retenir que les pixels, que les petits points de l'image qui ont eu une activité semblable à celle de l'imagination lors de l'acquisition. Quand cette imagerie est née, finalement, je commençais à travailler sur l'IRM, et tout de suite, ça a fait un pataquès. Ah, ça y est, on arrive à lire les pensées de l'individu. Et en fait, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que l'on travaille là-dessus, et on ne sait toujours pas, on n'arrivera toujours pas à connaître les pensées d'un individu simplement en les mettant dans la machine. Avec Olivier Balédan, lui qui fait de l'IRM, on compare ce que l'on voit et on se demande comment ce que l'on voit avec nos machines respectives peut avoir une valeur ou peut avoir un intérêt pour ce que l'on veut examiner, pour le patient et pour le modèle. Est-ce que ce qu'on voit avec l'IRM, on mesure la même chose avec l'échographie ou sur les flux, parce que ce sont les flux qui nous intéressent à tous les deux. Moi, je fais de l'échographie, donc j'ai une résolution de 0,1 mm à peu près. Et ces images, lorsque l'on change de niveau, elles peuvent être, on va dire, avoir gardé la même structure, ou elles peuvent radicalement changer de structure, ce qui veut dire que l'imaginaire va jouer énormément. Si on voit une image, on va se dire, est-ce qu'elle est normale? Comment est-ce qu'elle serait avec un autre moyen d'exploration, et est-ce que finalement le fait que l'image que l'on a, par exemple au microscope, soit très différente de ce que moi je vois sur l'échographie, quelle implication ça a, quelle relation ça a, comment est-ce qu'on doit en tenir compte ou pas. Donc l'imaginaire et l'imagination jouent beaucoup sur l'image. Il y a un certain nombre de métiers médicaux qui vont disparaître, enfin, qui sont en train de disparaître. La radiologie, l'anatomopathologie, de regarder des tissus au microscope, maintenant, voilà, c'est bien mieux fait par des algorithmes qui font moins d'erreurs. Après, la façon dont on les utilise laisse quand même la place à la décision médicale sur la stratification du soin, le souhait du patient. C'est certain. Et puis aussi l'empathie. On va manquer beaucoup je pense, de métiers médicaux où l'empathie avec le patient, le soin et le choix. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie va beaucoup intervenir. Alors l'image, elle est trompeuse. C'est vrai que quand on... Moi, il y a une autre image artistique qui m'évoque, enfin, à laquelle je pense, c'est que vous voyez ces tableaux d'Arcimboldo où on voit finalement des visages qui sont construits avec soit des fleurs, soit des légumes. Vous voyez, quand vous regardez de près, le nez, c'est une carotte, les yeux, c'est des navets. Donc si vous regardez ça de loin, vous voyez que des légumes. Si vous le mettez d'un autre sens, vous allez reconnaître le visage. Donc ça, c'est sûr que c'est plutôt quelque chose d'humain, et que l'algorithme, au départ, s'il n'a pas l'idée qu'il doit chercher un visage, il pourra vous dire, oui, là, c'est des couleurs, là, c'est des traits comme ça. Il va vous reproduire un visage sans obligatoirement trouver que c'est un visage. C'est très très bien d'avoir des images extrêmement précises des cellules.
des vaisseaux, voilà, c'est très bien, parce qu'on peut vraiment, on sent qu'on va aller vers une médecine moléculaire, on va agir précisément là où... mais en même temps, si par exemple, on fait des images de quelqu'un qui a une petite douleur, par exemple, je rencontre beaucoup de personnes qui ont... on appelle ça des pathologies fonctionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, la personne a des symptômes, des désagréments, des douleurs par exemple, et en fait, les images les images disent il n'y a rien, tout va bien. Et le problème de ces patients, une de leurs souffrances, c'est de s'entendre dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que l'image dit quelque chose, elle nous donne une piste. Mais elle ne dit pas la vérité du fonctionnement du corps humain. Hein, a contrario, on fait beaucoup d'imagerie et de ce fait-là, on tombe sur beaucoup d'anomalies. Mais avoir une anomalie, ça n'est pas avoir une maladie. Et donc, voilà, il y a un danger. Il y a un danger de quitter le corps à corps qui est nécessaire quand on veut soigner quelqu'un. Pour soigner quelqu'un, il faut parler avec. Pour soigner quelqu'un, si on est clinicien, il faut écouter son cœur de ses propres oreilles, il faut toucher le corps. Et l'image, elle vient secondairement pour guider, pour aiguiller. La démarche médicale était une démarche qui reposait, et moi j'ai encore été éduqué comme cela, qui reposait essentiellement sur l'exacerbation de notre propre sensorialité. Hein, c'était l'audition, la vision. Le goût avait été mis de côté, mais on a goûté les urines aussi, enfin, à un moment donné. Enfin, voilà, on goûtait les urines de Louis XIV afin de savoir s'il y avait là. Et on sait très bien qu'il y a des odeurs particulières. Les crises d'acétone, on sait très bien qu'il y a une odeur particulière que l'on ressent fort bien. Autrement dit, le diagnostic reposait effectivement sur l'exacerbation de la sensorialité du médecin par rapport au malade qui s'adressait à lui. Actuellement, on a mis de côté, ou on met de côté de plus en plus, et nous on le voit bien avec les étudiants, qui n'osent plus toucher un malade, et quelquefois un bon diagnostic clinique permet de corriger un diagnostic qui aujourd'hui est un diagnostic d'image. Maintenant, les étudiants qui apprennent que sur simulateur, parce qu'en dentisterie, par exemple, il y en a depuis longtemps, quand ils arrivent, ils sont terrifiés, parce qu'ils ont peur de l'autre. On les voit, alors c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, ils savent pas comment dire bonjour, ils savent pas s'ils peuvent... Parce que, en fait, ils ont tout appris, ils savent parfaitement faire le geste, mais ils savent pas dire à monsieur, je vais vous expliquer, on va faire ci comme ça. Il faut du bon sens et de partager la connaissance simplement. Moi, je passe mon temps à ça en consultation. Et les gens aiment bien que je sorte du jargon, je fasse des dessins, je prenne des images. Mais ça, c'est mon quotidien et je ne peux pas m'en passer parce que je sais que le patient, je vais gagner sa confiance beaucoup plus que de dire « j'ai opéré, ah, vous inquiétez pas, j'ai fait 100 vésicules, j'en ai pas trouvé une. » C'était sur l'ordinateur, mais bon. On discute énormément avec les chirurgiens là-dessus, mais c'est vrai que invariablement, le chirurgien va vous dire à un moment donné, il faut que la personne soit confrontée à la mort, il faut qu'elle soit confrontée au corps. Et ça, la réalité virtuelle, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment réaliste pour donner l'ensemble de ces impressions-là. Donc, elle va effectivement changer l'imaginaire de la personne dans sa perception des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'un... alors, c'est des mots un peu durs, je sais pas, mais qu'est-ce qu'un cadavre de grenouille? Bon, bah, si la personne ne passe que sur un simulateur, elle ne le saura pas. Ces simulateurs, ils n'ont pas pour objet de s'interposer entre le patient et entre l'opérateur. Ils ont pour objet d'être des outils pédagogiques. Et donc ce sont des outils, au même titre que les livres, que les vidéos, que l'audio, que ce que vous voulez. Ce sont des outils pédagogiques qui vont permettre à des étudiants, plutôt en début de cursus universitaire, d'obtenir de nouvelles possibilités d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on sait très bien que l'apprentissage, il doit être multisensoriel et il est de fait multisensoriel de par les réseaux neuronaux que l'on a dans la mémoire, dans l'acquisition de la mémorisation. On a du toucher, on a de la vision, on a de l'odeur, on a du goût, tous nos sens sont en éveil quand on apprend quelque chose. L'idée, ce n'est pas de remplacer le patient par un simulateur, c'est d'obtenir un outil
qui permettent aux étudiants de faire cet exercice, de pouvoir le répéter, le reproduire, de pouvoir s'exercer dans une situation qui n'est pas clinique, donc qui est moins stressante, moins angoissante. Il n'y a pas de patient en face, donc il est plus concentré sur l'apprentissage de son geste que sur la peur éventuellement de faire quelque chose de mal ou de faire mal au patient ou quoi que ce soit. La machine, c'est qu'un outil, c'est un super grille-pain, voilà. Donc on en fait ce qu'on veut là-dessus. Vous prenez par exemple les robots Da Vinci avec lesquels on opère véritablement. C'est juste quelque chose qui est entre le chirurgien et le patient. Et c'est une question qui est intéressante, c'est de dire que oui, la machine elle ne commet pas d'erreur. C'est presque jamais le cas dès que le système devient trop complexe. Oui, une machine dans une usine, elle va répéter son mouvement, elle va même avoir des capteurs, elle va regarder son truc, elle va le répéter avec très très peu d'erreurs. Elle va néanmoins en faire, mais c'est contrôlé. On sait qu'on a tant de pourcentage de chances que voilà, on a des données sur la résolution, sur la précision de la machine, sur sa répétabilité. On a même les taux de panne des machines dans les usines. Et ça, on le contrôle et on connaît ça. Mais aujourd'hui, on arrive dans un domaine où c'est pas forcément le cas. Mais sans parler de médecine, si on regarde l'homme quand il est arrivé sur la Terre, eh bien, sa quête a été depuis à essayer de faire mieux, à essayer d'augmenter sa façon de se déplacer, sa façon de chasser. Est-ce que ce n'est pas déjà ces premiers outils qui sont une réalité augmentée? Alors maintenant, on les intègre directement ou pas dans le corps. C'est peut-être là qu'il y a une différence. La réalité augmentée de l'appareil auditif de la personne qui perd l'audition, mais qui finalement entendra encore plus, encore mieux, est-ce que c'est discutable de ne pas proposer à l'être humain de s'améliorer? Je suis désolé, hein, j'ai même du mal à comprendre pourquoi c'est si compliqué d'imaginer l'homme immortel, puisque on sait ce qu'est un homme. On sait ce qu'est la naissance, on sait ce qu'est la mort. On sait, on peut imaginer tout simplement quelqu'un qui n'a pas de mort. Alors, la suppression de la mort, c'est vrai que là, alors peut-être parce qu'on y est confronté quand même de temps en temps, on est trop dans un... Enfin, personnellement, je pense qu'on est trop dans une réalité pour pouvoir imaginer jusque-là. Ou en tout cas pouvoir s'y associer. Le fait de mourir, ça a un but finalement, parce que quand on meurt, eh bien, on va, d'un point de vue scientifique, notre humus va faire apporter quelque chose d'un point de vue tout simplement physico-chimique à la Terre, et puis même aussi la mémoire qu'on laisse va apporter aux gens qui nous succèdent ou aux gens qui nous ont connus ou qui sont notre famille un souvenir qui va nourrir leur imaginaire, et que finalement la mort a un côté, c'est pas moi qui le dis, hein, tous les poètes, Baudelaire, beaucoup d'artistes trouvent que la mort finalement c'est souvent quelque chose qui a apaisé, parce que la vie a quelque chose de très qui demande beaucoup et demande une certaine perfection, une certaine qui pour l'homme est un fardeau terrible. De toute façon, la vie a été définie par l'homme, avec son cerveau actuel, et je ne sais pas quel sera l'homme dans 10 000 ans, dans 3 millions d'années, dans je ne sais quel... hier, j'entendais que, maintenant on fabrique des fusées pour aller à la quête de Mars, partir vers une autre planète. Donc dans des millions et des millions d'années, peut-être que l'on comprendra ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, et on rentrera dans complètement autre chose, puisqu'on ne pourra pas se multiplier à l'infini si jamais on ne meurt plus. Et peut-être que la vie, finalement... elle n'est pas là où on pense qu'elle est. C'est-à-dire, peut-être que je vis encore l'identité de ces ancêtres de millions d'années. On est une accumulation de cellules vivantes.
Donc on est un tout, mais peut-être que quand on se perpétue, finalement, on continue de vivre. Oui. Donc peut-être qu'on est déjà dans l'immortalité, mais qu'on ne le sait pas encore. Nous faisons partie de l'Institut Fairfax et un visage, en fait, c'est une configuration. C'est l'agencement des yeux, le nez, la bouche. Et cette configuration-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, lorsqu'on voit quelqu'un, dans notre cerveau, ça allume certaines zones et ce que ça allume configure un visage. Eh bien, c'est un peu comme ça que je conçois l'Institut Fairfax, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est quelque chose, une partie d'un visage. Et à nous tous, on configure quelque chose qui serait un visage imaginaire de chercheurs qui tendent à, de façon tout à fait utopique, à saisir ce qu'est un visage, parce que j'ai la conviction que c'est totalement insaisissable. Mais c'est tellement passionnant de chercher que c'est pas grave.